Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire CKFI qui va concerner aujourd'hui la thématique du harcèlement. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Wilson Cordier, je suis consultant au cabinet CKFI depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisé sur les sujets de conditions de travail, je suis spécialisé sur les sujets de risques psychosociaux et je réalise depuis plus d'une dizaine d'années des expertises sur ces sujets-là pour les CSE. Je laisse ma collègue Estelle se présenter à vous. Bonjour à tous, Estelle Richard. Comme Wilson, je suis consultante au sein de CKFI depuis maintenant plus de 10 ans. Comme toi, je suis spécialisée dans la prévention des risques professionnels et plus particulièrement dans la prévention des risques psychosociaux dans leur forme grave. Et donc, voilà, nous avons l'honneur de vous présenter ce webinaire qui sera consacré aux enquêtes et aux actions face au harcèlement. Donc le harcèlement est effectivement un sujet qui est assez difficile, complexe, à appréhender par les entreprises, à appréhender par les employeurs, les représentants du personnel au CSE et à la CSSCT. En fait, on va se donner plusieurs objectifs dans le cadre de ce webinaire. Un premier objectif, évidemment, sera de revenir un peu sur quelques notions juridiques qui concernent le harcèlement moral et sexuel, parce que les repères juridiques sont absolument essentiels pour vous, pour appréhender en fait cette notion qui est complexe, mais qui est avant tout juridique. Le harcèlement, c'est aussi tout un tas d'éléments qui vont porter autour de processus de signalement, qui vont porter autour de la façon dont finalement j'enquête sur ce genre de thématiques au sein de l'entreprise. Donc on va évidemment aborder cette question du processus de signalement et d'enquête interne au niveau de l'entreprise. Et puis évidemment, on va aussi regarder un peu quel rôle vous pouvez jouer au sein de votre entreprise ou établissement en matière de prévention du harcèlement, comment vous pouvez agir concrètement là-dessus pour traiter ce type de situation-là. Alors évidemment, on va passer un certain temps à parler sur tous ces sujets et vous aurez un certain nombre de minutes vous serez en mesure en tout cas de poser vos questions là dans le fil de conversation. Et puis on prendra un certain nombre de minutes pour répondre à certaines de vos questions sur le sujet du harcèlement et puis sur les différents éléments qu'on aura abordés tout au long de ce webinaire. On va de suite vous partager un support qui vous sera délivré là juste après notre présentation par mail. Alors, allez, je fais le partage du support. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, pour démarrer, les bases juridiques essentielles sur les thématiques en lien avec le harcèlement. Alors, on commence déjà par quelques définitions assez importantes. Définition du harcèlement moral, tout d'abord, que l'on va retrouver dans le Code du travail et dans le Code pénal. Alors, harcèlement moral, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Donc ça, c'est la définition du Code du travail. On retrouve ce même type de définition dans le Code pénal et dans le Code général de la fonction publique. Voilà. Alors, ce qu'il faut en particulier retenir à votre niveau de cette définition, c'est que pour caractériser et qualifier une situation de harcèlement moral, il faut typiquement trois critères. Il faut d'abord un critère de répétition, donc il faut des agissements qui soient répétés. Un seul agissement, un seul acte pris isolément ne suffit pas pour caractériser une situation de harcèlement moral. Deuxième critère, c'est qu'il faut une dégradation des conditions de travail. Sans cette dégradation des conditions de travail, fondamentalement, il n'y a pas de harcèlement moral. Et puis, un troisième critère, c'est les conséquences sur l'état de santé du salarié ou son avenir professionnel. Il faut typiquement ces trois critères pour caractériser une situation de harcèlement moral. C'est pas parce que, en revanche, vous n'avez pas ces trois critères réunis qu'il n'y a pas une situation de difficulté qu'il ne faut pas traiter. Ça peut être une situation de conflit, etc. Mais harcèlement moral égale trois critères. À noter qu'effectivement, le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de nuire de son auteur, ce qu'on peut penser. Il n'y a pas besoin d'une intention de nuire de l'auteur. Typiquement, je peux être amené à rentrer dans un processus de harcèlement moral sans en avoir véritablement conscience, en réalité. S'agissant du harcèlement sexuel, je vais évidemment pas vous lire tout cet article qui est relativement long, mais reprendre les éléments essentiels. Alors, le harcèlement sexuel, qu'est-ce que dit le Code du travail? Qu'est-ce que dit le Code pénal? On est sur des définitions qui sont similaires. Aucun salarié ne doit subir des faits de
soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La particularité du harcèlement sexuel, c'est que le harcèlement sexuel peut être le fait d'une même personne ou de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Donc ce sont les articles, enfin les éléments de l'article qui sont juste ici en fait. Lorsque un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, effectivement, ça peut se traduire par, on peut qualifier derrière ça une situation de harcèlement sexuel. Autre particularité du harcèlement sexuel, c'est que dans un cas particulier, le harcèlement sexuel, même non répété, lorsqu'il y a une pression grave qui est mise sur une personne, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, même lorsque ce n'est pas répété, effectivement, une telle situation peut donner lieu à être qualifiée de harcèlement sexuel. De manière générale, pour résumer, le harcèlement sexuel, ça repose sur la répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle. Donc, la plupart du temps, évidemment, en majeure partie des cas, un seul acte ne suffit pas. Il faut une condition de répétition qui est essentielle pour caractériser ce délit. Néanmoins, en cas de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, on peut qualifier une telle situation effectivement de harcèlement sexuel. Différents types de comportements renvoient à ces situations de harcèlement moral ou sexuel. Alors, s'agissant du harcèlement moral, on va être typiquement sur des comportements de dénigrement, critique injustifiée, tous les processus de mise au placard des personnes dans l'entreprise, des pressions, voilà, il y a tout un tas en tout cas de processus qui peuvent, et de comportements qui peuvent caractériser progressivement des situations de harcèlement sexuel. S'agissant des comportements de harcèlement moral, pardon. S'agissant maintenant des situations, comportements de harcèlement sexuel, on va être typiquement sur des plaisanteries obscènes, grivoises, sexistes. On peut être sur des comportements par contre beaucoup plus difficiles, caresser les épaules, les cheveux, les mains, voilà, des remarques sur le physique, la tenue, etc., etc. La mise en évidence, la transmission, voilà, d'objets, d'images, objets à caractère sexuel, pornographique, etc., etc. Il y a une confusion parfois qui est faite entre harcèlement sexuel et agression sexuelle, raison pour laquelle dans le support qui vous sera transmis, on vous met quand même la définition d'agression sexuelle. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Typiquement, si une personne touche voilà, une partie du corps, notamment les fesses, les seins d'un collègue, ce sera une agression sexuelle, ce ne sera pas forcément du harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, ce sont des délits. Raison pour laquelle, effectivement, ce sont des thématiques, des sujets qu'il s'agit de prendre et d'appréhender avec beaucoup de précaution. Ce sont des délits qui sont du coup sanctionnables, qui sont prohibés par le code pénal, prohibés par le code du travail et qui donnent lieu à des sanctions, donc des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires, typiquement au sein de l'entreprise. Les juridictions qui traitent généralement de ces sujets-là, de harcèlement sexuel ou moral, en tout cas que lorsqu'ils arrivent devant des juridictions, c'est le tribunal correctionnel sur les aspects pénals, les aspects pénaux, voilà, le conseil des prud'hommes lorsqu'il s'agit pour un salarié qui a été victime de harcèlement moral ou sexuel d'attaquer son employeur pour manquement de l'employeur à ses obligations, voilà, le salarié va aller devant le conseil des prud'hommes. Et puis le tribunal judiciaire qui va traiter des sujets de dommages et intérêts, de reconnaissance de la faute inexcusable, etc. S'agissant très rapidement des obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement, voilà, vous allez retrouver pas mal d'articles dans le Code du travail qui vont porter autour des sujets de prévention des risques professionnels dans l'entreprise, dont la prévention du harcèlement moral ou sexuel au sein de l'entreprise. L'article mythique, en tout cas, qui traite du sujet de l'obligation de l'employeur en matière de prévention, c'est l'article 4121-1 du Code du travail qui dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça, c'est un article particulièrement important qui va régir, grosso modo, l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur dans l'entreprise. Et à côté de ça, vous allez retrouver d'autres articles tels que les fameux principes généraux de la prévention que l'on retrouve dans le Code du travail et qui vont aussi porter des obligations pour l'employeur en matière de prévention des risques professionnels,
mais aussi de prévention du harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise. Et vous allez retrouver dans le Code du travail d'autres types de dispositions autour de la prévention, enfin de l'obligation, par exemple, de l'employeur de mettre en place des dispositifs qui visent à prévenir les faits de harcèlement sexuel et d'y mettre un terme et de les sanctionner. Des mesures également qui portent sur la prévention des agissements en matière de harcèlement moral. À noter qu'effectivement, on a des guides agir sur le site de CECAFI. On essaiera, si on y arrive, en tout cas, de vous donner des liens là-dessus, qui portent justement des guides agir. Donc, ce sont des petits guides de bonnes pratiques et puis permettent de comprendre un peu les sujets autour de la présomption du harcèlement, qui donne des clés de compréhension de ce phénomène en vue d'agir en matière de prévention. Les obligations spécifiques liées au harcèlement aux situations de harcèlement, là, les obligations de l'employeur. Donc, comme j'ai dit, l'employeur il est responsable de la protection de la santé physique mentale de ses salariés. Concrètement, la prévention du harcèlement sexuel et moral, ça repose un peu sur les mêmes types de mesures au sein de l'entreprise, du côté employeur. Et donc, l'employeur, en fait, pour protéger les personnes, il va devoir mettre en place tout un tas de mesures, parmi lesquelles l'intégration dans le règlement intérieur et sur les lieux de travail de dispositions qui interdisent expressément toute forme de harcèlement sexuel, moral, sensibiliser et informer les salariés par différents moyens sur les comportements interdits et les recours à leur disposition en cas de harcèlement, afin de faciliter les signalements et d'assurer la sanction des auteurs. Signalements et sanctions, sont des éléments évidemment particulièrement importants quand on traite de ces situations difficiles en lien avec des problématiques de harcèlement. Élaboration d'une charte éthique, qui permettent aux personnes de se respecter et qui permettent de mettre en évidence les valeurs de l'entreprise en matière de respect des uns et des autres et de bien-être au travail. L'évaluation dans les documents uniques qui doivent être mis à disposition des représentants du personnel, des salariés, ça c'est très important, l'évaluation des risques professionnels, dont les risques liés au harcèlement. Et puis évidemment, respecter et mettre en œuvre toutes les recommandations des instances compétentes, que ce soit l'inspection du travail, la médecine du travail, et évidemment les représentants du personnel, au CSE et au CSSCT, qui sont porteurs de propositions en matière de prévention du harcèlement sexuel et moral au sein de leur entreprise et qui, pour l'employeur, du point de vue employeur, doivent être écoutés. Voilà. On va passer maintenant à ma collègue qui va vous parler un peu des enquêtes et de tout le processus finalement de traitement des situations de harcèlement et de violence au travail. Merci Wilson. Alors, à partir de maintenant, on va aller davantage sur les questions de procédures spécifiques des traitements de situations de harcèlement et de violence au travail. Alors, il existe certains principes et certains enjeux capitaux et on vous propose ici de les reprendre. Mettre en place une procédure spécifique de traitement des situations de harcèlement, il y a le premier enjeu qui est un enjeu indispensable qui repose sur la discrétion et la confidentialité. Dans le cadre d'une enquête interne, on va parler forcément de vie privée, on va parler de questions de dignité et en fait ces éléments-là devront être préservés dans le cadre de la procédure de traitement. Il est important de se rappeler que quand on est dans une situation et une démarche de traitement de la question du harcèlement, on est dans le cadre de libération de la parole. Donc, il faut véritablement garantir, et on va le reprendre tout à l'heure, la confidentialité des propos qui vont être recueillis et garantir également l'anonymisation des informations qui pourront être communiquées aux personnes non directement concernées par l'enquête. Évidemment, le deuxième point, c'est la question de la réactivité et de la rigueur, c'est-à-dire que chaque plainte déposée devra faire l'objet d'une enquête approfondie qui devra être traitée sans délai. Et tout ça, c'est pour éviter l'escalade des situations conflictuelles. Souvent, quand on intervient dans les entreprises, nous nous retrouvons face à des problèmes totalement enquistés qui auraient pu être traités avant, d'où l'idée, que ce soit pour le CSE, mais également pour l'employeur, de faire en sorte et de prendre la mesure de chaque plainte déposée. Chaque situation, évidemment, quand on commence une enquête, on va le voir aussi, il faut se fonder sur des faits précis. Faits précis, c'est-à-dire nous avons besoin d'informations détaillées et vérifiables. Tout ça parce qu'on est quand même dans une démarche assez importante. Il faut éviter toute instrumentalisation du dispositif. Il faut rappeler aussi
qu'il y aura sanction des fausses accusations en disant que les dénonciations calomnieuses, mensongères n'auront pas lieu et que cela pourra donner lieu à des mesures disciplinaires. Et puis surtout, il faut se rappeler aussi que dans une situation comme celle-là, vous n'êtes pas seul, qu'il existe des ressources externes, comme le médecin du travail, une cellule d'accompagnement psychologique. Et l'idée de faire appel à ces ressources externes, c'est véritablement d'accompagner les victimes présumées pour tout simplement leur assurer une écoute et une gestion optimale de cette situation. Comment réagir ? Quelles actions faut-il mettre en place ? Dans un premier temps, bien entendu, il faut être à l'écoute du terrain. Ce qu'on va vous dire là, ça va vous paraître évident, c'est souvent des questions de bon sens, mais encore une fois, être à l'écoute du terrain et croiser les regards, c'est quand même garant d'une certaine forme d'impartialité du traitement de la situation. Donc déjà, être à l'écoute du terrain, c'est-à-dire croiser les informations des différents acteurs, donc bien entendu vous, les membres du CSE, de la C2ACT, croiser les regards avec les différents acteurs de la prévention d'entreprise, le référent harcèlement, le médecin du travail, le préventeur. Et encore une fois, j'en profite pour dire, parce que j'ai vu une première question dans le chat, le référent harcèlement, clairement, il n'y a pas grand-chose qui est indiqué au sein du Code du travail. Et je parle là pour le référent harcèlement côté CSE. Et donc, tout l'intérêt, c'est de faire vivre son rôle et son périmètre. Si c'est inscrit dans le règlement intérieur, j'ai envie de vous dire, c'est mieux. Et puis, vous avez également toutes les cellules compétentes au sein de l'entreprise, les cellules de veille, d'alerte, une commission paritaire de prévention des risques psychosociaux. Alors, nous, ici, avec Wilson, on insiste beaucoup sur la question de paritarisme. Donc, qui dit paritarisme, dit élu et direction. Pour nous, c'est la meilleure voie de la prévention des risques en règle générale et de la prévention du harcèlement moral ou sexuel en particulier. Vous avez également la possibilité de solliciter un tiers extérieur et on vous le recommande parce que souvent ce tiers extérieur ne sera pas exposé émotionnellement que certaines personnes au sein même de l'entreprise. Et puis surtout, l'enquête, elle va prendre une tournure particulière en fonction du contexte et des caractéristiques de la situation. De quoi s'agit-il ? Quel est le périmètre concerné ? Est-ce qu'il s'agit d'un conflit interpersonnel, au sein d'une équipe, entre deux équipes ? Ce qui est important également, c'est de relever la temporalité de la situation. Est-ce que la situation elle a lieu après une série de réorganisations qui peut-être, une suite de réorganisations sont venues bouleverser les conditions de travail et peut-être en générer un sentiment de flou généralisé. Donc, dans un premier temps, la première démarche est de savoir quel est le périmètre et à partir de ça, vous pourrez circonscrire le périmètre. Alors, sur le processus de signalement en lui-même, quelques repères. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas tout vous donner parce qu'on n'a pas le temps, mais de vous apporter quand même des clés sur une procédure claire et accessible. Déjà, le signalement des faits. C'est-à-dire que tout salarié victime ou témoin, c'est important de le préciser, témoin d'un comportement inapproprié peut effectuer un signalement. Le signalement, il peut être adressé oralement ou par écrit. Moi, j'ai une préférence pour l'écrit. Donc, qui dit écrit, c'est courrier, email, formulaire interne. Donc, s'il y a un formulaire interne, ça veut dire que déjà, il y a peut-être un dispositif interne qui existe au sein de votre entreprise. Est-ce que ce formulaire et ce dispositif est suffisamment connu ? Et ce signalement, il doit être adressé à un interlocuteur qui est désigné. Alors, ça peut être le manager, ça peut être le référent harcèlement, le CSE ou l'employeur, ça peut être le service RH. Et encore une fois, tout ça doit être précisé dans votre système, dans votre dispositif interne. Bien entendu, qui dit signalement dit confidentialité du signalement. Souvent, certaines personnes hésitent à signaler parce qu'elles ont peur des représailles. Je vais également en parler. Donc, encore une fois, rappelez que le signalement, il est quelque part protégé par ce sceau de la confidentialité. Bien sûr, on ne démarre pas bille en tête sur une enquête interne. Il est très important d'avoir une analyse préliminaire en amont. C'est-à-dire l'objectif, c'est de recueillir des précisions et des éléments qui sont à l'origine du fait qui est signalé. Donc, vous avez une sorte d'évaluation initiale qui a pour objectif d'essayer d'apprécier autant que faire se peut et de façon très modeste la gravité des faits rapportés. Et ce n'est qu'à la suite de cela qu'une enquête interne sera déclenchée.
Néanmoins, on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'enquête pour prendre des mesures. C'est-à-dire qu'il faut quand même réagir assez rapidement. S'il y a une plainte, s'il y a un signalement qui est fait, des mesures conservatoires, temporaires, pourront être mises en place du temps que l'enquête se déroule. Si on poursuit sur ce processus du signalement et d'enquête, quel est l'objectif de l'enquête interne? Elle a quand même un rôle essentiel dans la gestion des signalements de harcèlement et de discrimination en entreprise. Donc pour cela, elle a plusieurs objectifs. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le recueil de la parole des victimes et des témoins doit être quelque part encerclé dans un cadre sécurisé et confidentiel. Souvent, les victimes, je veux dire, c'est extrêmement compliqué pour elles de pouvoir s'exprimer. Donc, le recueil de la parole, développer une posture empathique et de confiance, ça, c'est vraiment le rôle majeur de l'enquête. Le deuxième point, c'est l'établissement des faits, qui doivent être faits avec impartialité. Alors, quand on parle d'impartialité, c'est que souvent dans les formations que l'on donne, on dit que les enquêteurs doivent être des greffiers, c'est-à-dire qu'ils sont là pour recueillir les faits qui devront quelque part être suffisamment, j'allais dire, probants pour pouvoir être intégrés dans le cadre de l'enquête. L'idée, c'est de clarifier la situation et d'éviter toute récidive. Il faudra bien entendu justifier les mesures qui seront prises à l'issue de l'enquête, qu'il s'agisse de sanctions ou justement, à l'inverse, qui relèvent d'absence de sanctions. Et souvent, rappelez-vous aussi, hein, l'objectif d'une enquête, c'est d'apporter toute une série de préconisations et de prévention d'ordre primaire pour tout simplement éviter que le problème ne se reproduise. Et puis Wilson l'a déjà dit tout à l'heure, mais on est quand même ici dans une situation avec pour objectif d'assurer l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est quand même garant d'un environnement respectueux des conditions de travail. Et quelque part, le Code du travail rappelle que l'employeur se doit de protéger les salariés contre toute forme de harcèlement ou de discrimination. On nous pose souvent la question, quel est le délai de réalisation de l'enquête? Vous avez un rapport récent de la Défenseure des droits qui dit, bon, le délai raisonnable de réalisation d'une enquête, c'est 2 mois. Et bien entendu, concernant les acteurs en charge de l'enquête interne, il faut bien entendu l'indépendance avec les parties concernées. Je veux dire, ça va de soi, mais c'est mieux en le disant. On est plus intelligent à 2, à 3. Voilà, c'est évident qu'il faut garantir une certaine forme de collégialité dans le cadre de l'enquête. C'est un gage d'objectivité, c'est un gage d'impartialité. Encore une fois, ce qui est très important, c'est de pouvoir croiser les regards. Il faut disposer, autant que faire se peut, d'une formation juridique suffisamment solide et actualisée. Et puis, bien entendu, l'enquête, elle peut être externalisée à un tiers extérieur, à un tiers de confiance, qui peut garantir, voilà, un regard, pour le coup, plus neutre et peut-être moins impacté émotionnellement. Concernant les personnes auditées, clairement, c'est la clé de voûte. Les personnes auditées, c'est la clé de voûte de l'enquête. Donc, bien entendu, nous retrouvons parmi ces personnes la victime présumée, les témoins, qui peuvent être des témoins directs, mais également des témoins indirects, et bien entendu, la personne mise en cause. Et l'idée de faire tout ce travail-là, c'est de recueillir un faisceau d'indices convergents qui va permettre d'évaluer si la situation relève du tableau clinique de harcèlement ou pas. Tout ça conduira, je vais un petit peu vite, je suis désolée, sur la rédaction d'un rapport d'enquête qui intégrera les faits signalés et les mesures de protection temporaire qui ont été prises. Le déroulement de l'enquête, alors c'est très important le déroulement de l'enquête parce qu'on parle certes du déroulement de l'enquête, on parle du compte-rendu des entretiens, mais également de toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Et souvent, il y a des personnes qui refusent les auditions. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir relever les incohérences que vous pouvez avoir entre les différents entretiens. Ou alors, à l'inverse, trop de cohérence. Si vous avez des entretiens qui sont de véritables copier-coller, c'est également des éléments de réflexion qui doivent vous mettre aussi la puce à l'oreille. Et puis, il y a également les éléments de présomption recueillis et les explications de la personne mise en cause. C'est un impératif. À l'issue d'enquête interne, et ça, il faut quand même le rappeler, c'est l'employeur qui dispose de cette autorité disciplinaire.
Euh, tout ce qui relève des mesures de sanction, c'est l'apanage de l'employeur. C'est lui qui devra statuer sur la qualification des faits, qu'on parle de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral. Mais je tiens quand même à préciser que les enquêteurs eux-mêmes ne sont ni juges ni flics, ils sont là pour faire le déroulé de l'enquête. Les erreurs à éviter. Alors, je pense que ça, vous le savez très bien, il est important de ne pas dire que tout est harcèlement. Vous pouvez être dans des situations extrêmement complexes, extrêmement violentes. Vous pouvez avoir, par exemple, des situations de violence externe, avec des agressions par des clients, des patients, des situations conflictuelles à la suite de conditions de travail dégradées. Tout ça peut être très grave, mais ne pas relever des questions de harcèlement. Puis nous, dans notre métier, on dit toujours que, évidemment, nous travaillons dans la prévention des risques professionnels, et donc, quelque part, la base de notre travail, c'est de partir du principe, je dis bien partir du principe, que les conflits de personnes sont avant tout des conflits de travail non résolus. Souvent, quand on arrive pour traiter des enquêtes liées à des situations de harcèlement, on se rend compte aussi que les problèmes sont beaucoup plus vastes et relèvent souvent des questions d'organisation du travail. Ce qu'il convient de ne pas faire, attention au jugement d'interprétation et attention à ne pas se laisser emporter par nos sentiments. Alors maintenant, on peut se le dire, nous sommes tous des êtres humains et on peut véritablement être heurté par une situation. Ce qu'il ne faut pas faire également, c'est accuser directement les personnes de harcèlement ou arriver à cette conclusion alors qu'on est au tout début de la réalisation de l'enquête. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est tenter de régler directement le problème. Comme moyen d'action, je te laisse la main, Wilson. Allez, deux moyens d'action, je dirais, à disposition des représentants du personnel pour intervenir et puis faire en sorte à ce que ce type de situation-là soit traité au sein de vos structures, de vos établissements, entreprises. Un des premiers moyens d'action qui est prévu par le Code du travail, je vais très rapidement là-dessus, c'est le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes. Article du Code du travail, 23-12-59 du Code du travail. Si un membre du CSE qui, par l'intermédiaire d'un travailleur, identifie qu'il y a une atteinte aux droits des personnes, à sa santé physique, mentale, à ses libertés individuelles, il doit en saisir immédiatement l'employeur. Donc, c'est tout l'objet de ce droit d'alerte. Alors, tout l'intérêt de ce droit d'alerte, c'est que d'une part, il intègre évidemment tous les faits qui peuvent avoir attrait au harcèlement sexuel ou moral, d'une part, et que ce droit d'alerte permette à l'employeur, oblige l'employeur a procédé sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel au CSE, dans un objectif justement de remédier à la situation, d'analyser, etc., etc. Donc, c'est typiquement le type de mesure, au même titre que le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, qui permet d'accélérer le traitement des situations de type harcèlement moral, sexuel, de type également conflit entre personnes qui s'enquistent dans des difficultés qui n'est jamais traitées. Voilà, c'est des dispositions en tout cas qui permettent d'accélérer le processus de traitement par l'employeur de ce genre de situation-là. Deuxième moyen d'action, il y a ce qu'on appelle la demande d'expertise risque grave. Alors le CSE peut recourir en effet à une expertise lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Donc dans ce cadre-là, le CSE doit nommer ce qu'on appelle un expert habilité, comme CECAFI d'ailleurs, qui peut être en charge effectivement de réaliser une analyse de la situation de risque grave et puis d'apporter des recommandations de prévention. Voilà. Alors on est, moi-même, Estelle et d'autres consultants du cabinet CECAFI, assez régulièrement sollicités sur des sujets de harcèlement, dans des contextes de risques psychosociaux, où les risques psychosociaux le contexte psychosocial est très fragilisé dans l'entreprise. Et donc, typiquement, on intervient beaucoup au travers de cet outil, de l'expertise risque grave, pour appréhender justement des problématiques de conflit entre personnes, des problématiques de harcèlement moral au travail, afin justement d'analyser ces situations, d'analyser tous les facteurs en lien avec le travail, l'organisation du travail qui peuvent venir alimenter des situations conflictuelles et perturber des relations sociales et professionnelles entre les salariés et alimenter aussi toutes ces situations de harcèlement moral. Donc on regarde concrètement c'est quoi ces facteurs qui alimentent ces tensions liées à l'organisation du travail, aux conditions de travail, aux relations professionnelles. Et puis on propose dans le cadre de ce type d'expertise des mesures qui permettent de remédier
et de travailler de manière approfondie sur la prévention de ce type de risque au sein de l'entreprise. Et évidemment, on peut être amené à investiguer les éléments qui permettent de dire s'il y a une dans le cadre d'une situation de conflit, de tension entre personnes, s'il y a une hypothèse forte de présomption de harcèlement de la part d'une personne, de la part de plusieurs protagonistes, etc. Et puis évidemment, dans le cadre de ce type d'expertise, on évalue également ce qu'on appelle le système de prévention, c'est-à-dire que typiquement, on va regarder comment l'entreprise traite ce genre de situation et en quoi finalement la situation en question que l'on analyse révèle des fragilités du système de prévention. Voilà. Donc c'est un outil à disposition du CSE qui peut être utile en tout cas d'actionner lorsqu'on est confronté à ce type de situation de harcèlement moral, sexuel. Voilà. Les consultants du cabinet CECAFI on a un nombre de consultants qui sont spécialisés sur ces thématiques-là. Et puis évidemment, si vous voulez plus d'informations sur ce levier, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous et on répondra à vos questions en sachant que ce genre d'expertise est financé à 100% par l'employeur. On arrive à l'issue, en tout cas, de notre présentation. Et donc, du coup, on va laisser un temps dédié aux réponses à vos questions. Donc, j'arrête le partage du document qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait une première question sur... Quand on entend par le terme dégradation des conditions de travail. Alors, dégradation des conditions de travail, Wilson, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on va répondre un petit peu à chaud. Dégradation des conditions de travail, c'est quand vous vous retrouvez face à une augmentation anormale de votre charge de travail, quand on vous fixe des objectifs irréalistes, quand vous êtes face à des situations de pression, de dénigrement, des critiques injustifiées de votre travail. Je ne sais pas si tu vois autre chose. Il y a tout un tas d'autres exemples, effectivement, mais en tout cas, il faut que les agissements en question aient pour effet d'avoir un effet négatif sur les conditions de travail de la personne. C'est typiquement, je ne vais pas harceler une personne fondamentalement en lui proposant une promotion, en lui proposant une augmentation. Alors, je schématise un peu, mais dans ce cadre-là, vous n'avez pas d'effet de dégradation. Par contre, effectivement, si jamais vous effectuez la mobilité d'un salarié en le mettant sur des tâches qu'il n'est pas en capacité de maîtriser, en le mettant en typique placard, effectivement, là, on est sur une dégradation, en fait. Donc, la dégradation, c'est vraiment l'effet négatif qu'il peut y avoir sur les conditions de travail qui peuvent être alimentés par différents facteurs. Autre question, je subis du harcèlement moral de la part d'un salarié. Une enquête interne était programmée, la personne l'a refusée, donc tout a été arrêté. Que faire? Alors là, pour le coup, on ne va pas vous donner une réponse juridique avec Wilson. Nous, on part du principe qu'à partir du moment où il y a un signalement qui est déclenché dans une entreprise et qu'il y a quelque part une méthodologie et un guide qui est partagé au sein même de l'entreprise, si la personne mise en cause refuse quelque part de participer à cette enquête interne, je veux dire, c'est un peu le rôle de l'employeur de lui rappeler cette obligation-là. Donc, je pense que là, ça rappelle à toute l'importance d'avoir un dispositif de signalement et de traitement des situations de harcèlement au sein de l'entreprise et que ce traitement-là soit partagé et connu de tous. Puis l'employeur doit traiter la situation. C'est dans son obligation de sécurité. Donc, si la personne refuse, effectivement, il doit faire en sorte qu'elle accepte ou qu'il trouve une solution, en tout cas, pour remédier à ce refus. Alors, au niveau du CSE, quand un élu est alerté sur une situation de harcèlement, doit-il partager l'information aux autres élus? Alors, c'est une question c'est une excellente question qui va nécessiter, j'allais dire, c'est une réponse à tiroir. On vous l'a dit tout à l'heure, la question du signalement, il y a cette question de confidentialité. C'est-à-dire que quand une personne fait un signalement, elle a besoin de savoir que son signalement, il est sous contrôle. Donc, moi, je partirais du principe, mais Wilson, je te laisse me contredire quand tu veux, que le CSE ne doit pas forcément être au courant des signalements
je veux dire, de l'intérieur même du signalement. Néanmoins, le CSE, il n'est pas mis de côté. C'est-à-dire que l'intérêt quand même de faire une enquête, c'est de travailler sur des préconisations. Il y a certes des préconisations d'ordre individuel, et on l'a dit, quand on parle de préconisations, ça peut donner lieu à des sanctions, mais on est là aussi sur une base de prévention collective des risques. Et pour moi, quand on arrive sur une dimension collective, ça relève de l'apanage du CSE et ça pourra être partagé. Alors, à côté de ça, effectivement, en fait, ce qu'il faut surtout retenir sur ce genre de situation-là, c'est qu'il y a effectivement un enjeu de préservation de la confidentialité des situations. Je peux partager le sujet avec un membre du CSE, voire peut-être avec plusieurs, mais il faut toujours que je garde à l'esprit qu'il faut absolument que la situation reste le plus confidentielle possible, voire totalement confidentielle, de telle sorte à protéger la victime, de telle sorte à protéger également les personnes mises en cause, parce qu'on est sur des processus particulièrement complexes, en fait, donc où vous pouvez avoir certaines surprises, mais c'est particulièrement ce qu'il faut retenir. Alors, à côté de ça, effectivement, il y a aussi beaucoup de façons pour parler d'une situation de harcèlement en gardant finalement l'anonymat et en préservant la confidentialité. Donc, il y a des techniques sur lesquelles on ne peut pas être amené à rentrer dans le détail là-dessus, mais en tout cas, il y a des façons de faire. Alors, là, je suis en train de lire le chat, il y a des questions difficiles. Comment faire quand tout est oral et quand il n'y a pas de fait vérifiable? Bienvenue dans notre monde, j'ai envie de vous dire, parce que oui, quelque part, l'aspect sournois du harcèlement, c'est que souvent, ça se fait sans public, dans un bureau fermé, où il n'y a pas de preuves tangibles. Là, véritablement, ce que l'on va regarder également, c'est la nature des témoignages, c'est la nature des comptes rendus. Et encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer sur des questions juridiques, mais les témoignages officiels sous forme de CERFA, je veux dire, au bout d'un moment, quand on se retrouve quand même avec des témoignages convergents, cela devient une preuve factuelle. Exactement, ouais. Donc on peut s'en sortir malgré effectivement le fait que dans bien des situations, finalement, il n'y a que de l'oral de situation. Alors, il y a une question un petit peu longue, question harcèlement moral. Quand un collaborateur est accusé avec enquête des RH, puis au final 6 mois d'enquête des RH pour qu'il n'y trouve rien, et la personne accusatrice recommence avec d'autres accusations tous les ans, harcèlement moral, puis racisme, puis vol, et à chaque fois sans fondement, est-ce que pour le coup, c'est l'accusateur qui devient harceleur? Bienvenue dans le triangle de Karpman, où j'ai envie de vous dire, où au bout d'un moment, forcément, quand l'accusateur, devient harceleur, c'est parce qu'il n'y a pas eu tout simplement la résolution du problème. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'il faut peut-être parfois refaire l'enquête. Il faut parfois trouver d'autres préconisations. Et là, pour le coup, il faut peut-être externaliser cette enquête-là. Vous avez une première enquête. On pourra peut-être parler des questions de risque grave après, mais bon, vous avez une première enquête qui n'a rien donné. Il faut passer à l'étape 2. Soit externalisation de l'enquête auprès d'un tiers de confiance, sinon peut-être l'expertise pour risque grave. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours que ce sont des processus complexes, les processus de harcèlement, et sur lesquels il faut être très très prudent dès le départ, parce que c'est un très bon exemple, on peut avoir des surprises, en fait, et des retournements de situation. Voilà. Ouais. La commission paritaire des RPS est-elle permanente ou constituée à chaque dossier? J'aimerais tant, j'aimerais beaucoup. Nous, en tout cas, c'est une préconisation. Ouais. C'est une préconisation, avoir une commission paritaire pour traiter ce genre de sujet au sein de l'entreprise. Oui, mais il n'y a pas une obligation légale d'avoir une commission paritaire. Sauf sur les droits d'alerte, danger grave et imminent, et puis sur les situations individuelles. Alors, il me semblait que lorsque l'employeur était informé de telles informations, il avait l'obligation de faire cesser dans l'instant la situation, le temps de la réalisation de l'enquête pour limiter la surexposition. Qu'en pensez-vous? Ah oui, totalement d'accord. Si vous avez une suspicion de harcèlement sexuel et que, par exemple, les deux personnes travaillent dans le même bureau, la mesure conservatoire, je suis désolée, c'est déjà de séparer ces personnes-là. Ça me paraît évident que du temps de la réalisation de l'enquête, il y a des situations de protection à mettre en place. Sinon, ça pourra être reproché à l'employeur qui n'assurera pas son obligation de sécurité de préservation de la santé. Exactement.
Dans le Code du travail, il n'y a mention que de référent harcèlement sexuel, mais pas pour le harcèlement moral. Comment procéder au mieux? Euh, Dans un certain nombre, enfin dans quelques entreprises qu'on peut être amené à suivre, finalement, les référents harcèlement sexuel sont aussi des référents harcèlement moral. Après, malheureusement, effectivement, le Code du travail n'élargit pas la notion de référent au harcèlement moral. Donc, si vous vous retrouvez malheureusement face à un employeur qui n'est pas en accord avec ce principe de fusionner les deux, ça va être un peu difficile de le contraindre à ça. Pour autant, ça peut être une bonne préconisation parce que, alors après, il ne faut pas confondre les deux non plus. J'ai envie de dire, il faut rester prudent. On est quand même sur des problématiques qui sont un peu différentes. L'approche de salariés qui sont harcelés sexuellement versus des salariés qui sont harcelés sur le plan moral, on n'est pas fondamentalement sur les mêmes approches, les mêmes précautions à prendre, etc. etc. Il ne faut pas confondre les deux. Mais en même temps, ça peut impliquer des compétences voilà, communes. Donc, il faut le préconiser à votre employeur. Comment faire quand c'est la DRH qui est harcelée par la direction? Faut nous appeler pour qu'on nous comprenne davantage. Ouais. Dans le cas où le signalement est fait par la personne concernée, comment lancer l'enquête en gardant l'anonymat? Alors, je vais donner un premier élément de réponse si je comprends bien la question. Pour moi, il y a une différence entre confidentialité et anonymat. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'enquête mystère, malgré tout. Ce n'est pas possible. Puisque, comme on vous l'a dit dans l'enquête, il faut à la fois pouvoir entendre la victime présumée et la personne mise en cause. Donc, au bout d'un moment, il y a cette question de confidentialité des propos, mais il y a quand même une limite à la notion de l'anonymat. Peut-on aller sur un droit d'alerte? Bien souvent, c'est la victime qu'on change de service. Alors, peut-on aller sur un droit d'alerte? Oui, bien entendu. Wilson l'a dit tout à l'heure. Ouais. Bien souvent, c'est la victime qu'on change de service. Effectivement, ouais, c'est un constat qu'on peut faire. Ouais, ça, je suis d'accord. Oui. Et puis, c'est sans compter finalement toutes les personnes qui sont confrontées à des situations de harcèlement moral ou sexuel, qui vont quitter l'entreprise et qui vont démissionner, là où finalement, présumé harceleur reste dans l'entreprise. Oui, ça, c'est un constat. Jusqu'où va le rôle des élus dans le processus d'enquête? Déjà, il faut définir en interne le processus d'enquête. Je pense que c'est la première chose à faire. Rappeler que la prérogative première des élus, c'est de promouvoir les questions de santé et de sécurité au sein de l'entreprise. Donc, les élus, ce que j'entends, ce sont les élus enquêteurs qui feront partie de l'enquête. Ils ont vraiment pour objectif de comprendre la situation, d'être dans l'empathie. Au bout d'un moment, leur rôle quand même va s'arrêter. Effectivement, il ne faut certainement pas oublier non plus que c'est l'employeur qui est responsable de l'issue de l'enquête. Donc, ce n'est pas aux représentants du personnel de décider que de la sanction d'un tel ou d'un tel, c'est bien l'employeur. Donc, leur rôle, en tout cas, s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'est important de le dire. Qui finance le recours éventuel à un expert extérieur qu'on fait intervenir dans le cadre d'un risque grave? C'est l'employeur. C'est l'employeur. Dans le cadre d'une enquête interne, ça reste à négocier. C'est une enquête paritaire, ça reste à négocier. Peut-on parler de harcèlement dans le cadre de management toxique? Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend derrière le mot toxique? Forcément, quand on a cette connotation de management inapproprié, management toxique, on peut parler de harcèlement. Encore une fois, il y a aujourd'hui des mots qui cristallisent certaines choses. Il faut démêler ce que ce terme toxique veut dire concrètement dans la réalisation du travail au quotidien. Exact. Les syndicats peuvent-ils participer à l'enquête? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, en fait, dans un certain nombre de conditions, effectivement, vous pouvez être amené à participer à des enquêtes paritaires, et là on parle de représentants du personnel
parle de représentants du personnel, et puis pour que le représentant du personnel participe à l'enquête, il y a quand même des règles à respecter. Voilà. Est-il normal que le CSE ne soit pas impliqué dans une enquête menée par le service juridique de l'entreprise, nota bene alerte déclenchée par le référent harcèlement du CSE? Ah oui, alors, déjà, une enquête menée, le CSE, c'est pas le CSE dans son intégralité, hein, qui peut mener enquête. Ce sont des personnes, quelque part, à l'intérieur du CSE qui ont de l'appétence pour ces sujets. C'est le problème. C'est le problème, quand je dis que c'est le problème, on en revient sur la question du paritarisme. C'est-à-dire que pour nous, une enquête doit être paritaire. On ne peut pas non plus imposer, à ma connaissance, Wilson, à l'employeur de faire des enquêtes paritaires. Mais je trouve ça dommage qu'en fait, que l'employeur effectue l'enquête en silo dans son coin, alors qu'on est plus intelligent à plusieurs, on est plus intelligent en croisant les regards. On arrive à l'issue de ce webinaire. Écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir participé et de nous avoir écoutés hein, durant ces 45 minutes. On vous invite évidemment, dans la mesure où vous avez de plus amples questionnements autour des éléments abordés là, dans le cadre de ce webinaire. Oui, parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. À nous contacter. On vous transmet dans la foulée de ce webinaire le support ainsi que le lien replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le partager à vos collègues représentants du personnel. Un petit dernier mot autour de la journée débat, débat d'aujourd'hui et transformation de demain, qui aura lieu le 17 avril en présentiel à la Maison de l'Océan. Et le thème, donc, c'est travail, mutation, enjeux et perspectives. Et on vous rappelle également que vous pouvez avoir accès à des webinaires qui ont lieu tous les jeudis, hors période de vacances d'été ou scolaire aussi, de façon générale, parce qu'on se repose de temps en temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas. On vous remercie et puis écoutez, à bientôt. Et puis à très bientôt.